Ça fait aujourd'hui 6 semaines que mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, a été publié et il est toujours dans le top des livres les plus vendus en France. Et malgré ça, absolument aucun média grand public, mainstream, n'en parle, que ce soit journaux, télé ou radio. Mais heureusement, l'équipe de Conspiracy Watch a décidé de mettre en lumière le livre. Et avec Pierre-Yves Covid, qui a coécrit avec moi la partie sur les données anglaises, nous avons décidé de vous proposer une petite analyse de leur analyse. Et oui, malheureusement, les données anglaises ne sont plus mises à jour depuis qu'elles ne vont plus dans le bon sens. Et le pauvre Pierre-Yves Covid se retrouve donc au chômage technique et se met donc à regarder Conspiracy Watch et m'a donc préparé une analyse pour vous proposer le fact-checking des fact-checkers. Nous allons voir que ces fact-checkers ne s'attaquent pas aux messages, mais aux messagers parce que c'est bien plus facile. Aujourd'hui, nous en sommes là. Il n'y a absolument aucun contre-argument contre le livre, mais tout un tas de sophismes et des attaques ad hominem. Mais place à la vidéo. Premier sujet qui nous intéresse cette semaine, c'est ce livre qui a été encensé par Pascal Praud, par André Berkoff, par tout un tas de sites conspi bien connus de nous tous ici. Cet ouvrage en question, c'est celui de Pierre Chaillot, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Alors là, Conspiracy Watch donne le ton direct. Il ne faut surtout pas lire le livre parce qu'il a été promu par des méchants. Par les méchants de chez CNews ou par les méchants sur Internet. C'est donc un livre de conspi parce que ce sont les conspis qui en ont fait la promotion. Alors il y a plusieurs thématiques autour de ce livre. Il y a la question du safe blood, tu nous en parleras, Rudy. Alors là, safe blood, ça m'intéresse parce que je sais absolument pas ce que c'est et que j'en ai jamais parlé de ma vie. Il y a aussi cette question du personnage de Chaillot qui est Pierre Chaillot. Ça aussi, je vous avoue, j'ai assez hâte d'apprendre des trucs sur moi. Et puis aussi un peu cette espèce de festival, de ce grand chelem de Pierre Chaillot dans les sites conspi. Rudy, pour parler d'abord de cette question des safe blood. Alors ça, c'est un peu orthogonal par rapport à Pierre Chaillot. C'est un autre sujet, même si c'est un sujet qui est lié directement aux antivax, parce que j'ai fait un papier dans le dernier Franc-Tireur sur le sujet. Donc là, le type avoue but en blanc qu'en effet, c'est un sujet dont je n'ai absolument jamais parlé de ma vie, je ne sais même pas ce que c'est. C'est juste que Rudi Reichstad a écrit un papier sur ce sujet et qu'il a envie de le placer. Il a envie de le placer en parlant de mon livre, même si ça n'a absolument rien à voir, et ça sert à discréditer le livre. Ce procédé, ça s'appelle un sophisme par association, et c'est aussi connu sous le nom d'association diffamante. Il s'agit de parler de quelque chose de débile pour discréditer autre chose, même si ça n'a absolument rien à voir. En l'occurrence, le safe blood qui discrédite ensuite mon livre, alors que j'en ai absolument jamais parlé et que ça n'a absolument rien à voir. Dans d'autres vidéos où j'ai répondu à des fact-checkers, il y avait exactement le même procédé. Le fact-checker dit un truc complètement débile et fait croire au lecteur que c'est ce que je dis, alors que c'est pas du tout le cas. Ça lui permet de parler de quelque chose qu'il connaît, de ne pas du tout parler de ce qu'il y a dans le livre, de façon à ne pas avoir à le discuter, parce qu'il en est proprement incapable. Donc maintenant, on a des gens qui mettent en contact des donneurs et des receveurs de sang, mais de sang pur, de sang sûr, au sens safe, d'accord, non vacciné, c'est-à-dire de non vaccinés. Et là, pendant 3 minutes, Rudi Reichstad va partir sur son délire sur les sangs purs, qui sont des gens qui ne veulent pas recevoir de transfusion sanguine de la part de gens vaccinés, et qui donc appellent ça du sang pur. Et il paraît qu'il y a un commerce qui se développe autour de cette idée de sang pur. Il part sur son idée de sang pur, et par association d'idées, il finit par dire que ce sont des thèses proto-racistes, en fait, hein, qui datent de la fin du XVe siècle, au moment de l'Espagne de la Reconquista, quand... Et il revient à ça. La limpieza des sangrés, c'est-à-dire la pureté du sang. Ouais. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Ça s'appelle sang pur de chaque côté, mais il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Mais du coup, j'ai eu la curiosité de taper sur Google sang pur religion pour savoir ce qui sortait. Bon bah là, on comprend très bien comment Rudi Reichstad écrit ses articles. Il voit un mot qui l'intéresse, il tape sur Google, il tape religion et c'est le premier résultat qui sort. Rudi Reichstad, c'est un peu le chat GPT humain, sauf que ces associations d'idées n'ont absolument aucun sens. Donc ça, c'est pour la question du... Je rebondis juste là-dessus, parce que dans toute dans cet imaginaire un peu foutraque, anti-vax, on a aussi eu, je crois que c'était l'an dernier, une sorte de buzz en ligne dans l'univers covido-sceptique de l'idée d'essayer de commercer autour de sperme de non-vaccinés.
Hein, c'est le Unvaxxed Sperm. Donc là, on pensait en avoir terminé avec les associations d'idées pourries, mais non, Tristan Mendès France en remet une couche. Mais là, on s'en lasse pas. Unvaxxed Sperm. Encore un petit coup. Unvaxxed Sperm. Une dernière pour la route. Unvaxxed Sperm. Parler du sang, mais le sperme, c'est pas loin, en gros, de se dire qu'il y a une sorte de pureté de ceux qui n'ont pas été vaccinés, hein, et d'essayer, pourquoi pas, de commercer avec ça. Hein. J'en profite pour vous rappeler à ce moment-là que moi, je ne commerce absolument rien et que la totalité de mes droits d'auteur sont reversés à l'association Waymancycle qui vient en aide aux femmes qui ont des problèmes suite à la vaccination, des problèmes de menstruation, des problèmes de fertilité. Cette association a pour but de libérer la parole des femmes, de leur permettre de se soigner et de retrouver des cycles normaux et une fertilité normale. Et donc, en ce qui me concerne, il n'y a absolument aucun sectarisme. Les plusieurs milliers d'euros concernés sont bien à destination de femmes vaccinées que je considère comme des victimes. Et donc, contrairement à ces trois tristes cires, il y a toutes les personnes qui ont voulu à un moment mettre en place des règles qui séparaient les non-vaccinés des vaccinés en interdisant les non-vaccinés d'accéder à certains lieux, par exemple. Moi, je ne suis pas sectaire. Et je rajoute même que je n'ai pas gagné un centime de toute cette histoire, ni par des articles, ni par mes vidéos, ni par la vente de mes livres, et que je démarre aujourd'hui un cycle de conférences et que je ne serai rémunéré pour absolument aucune d'entre elles. Je fais tout cela bénévolement. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez juste mettre un petit j'aime à la vidéo, la partager et évidemment acheter mon livre. Le livre de Pierre Chaillot vient réactiver aussi cet imaginaire anti-vax, anti-conspi. Et oui, voilà un beau lapsus. Mon livre réactive l'image anti-conspi. Et c'est vrai que mon livre lutte contre les obscurantistes qui, sans amener aucune preuve scientifique, n'arrêtent pas de dire que l'alpha et l'oméga de la santé, c'est la sacro-sainte vaccination. Et ça me fait très plaisir que cette dimension anti-conspi du livre soit enfin reconnue par les experts de Conspiracy Watch. Des experts qui discutent autour de leur table comme au bistrot sont là pour arbitrer les bonnes et mauvaises pensées. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cet individu, Pierre Chaillot ? Alors Pierre Chaillot, c'est quelqu'un qui est statisticien, qui se réclame d'une expérience à l'INSEE. Il est passé par l'INSEE. Alors le problème, c'est que à la fois il fonde sa légitimité là-dessus. Alors ça, c'est un sophisme aussi assez connu, c'est le recours au sous-entendu. Il paraît que je me réclame d'une expérience à l'INSEE. Donc visiblement, il a l'air trop compliqué pour ces fact-checkers d'aller vérifier par eux-mêmes. Donc je vous propose qu'on le fasse ensemble. Tout simplement, il suffit d'aller sur le site de l'INSEE, insee.fr, il y a un moteur de recherche et vous tapez dedans Pierre Chaillot et vous regardez ce qui sort. Et donc là, vous tombez sur une vingtaine d'études publiées, donc des études relues par les pairs à l'INSEE. Les études les plus anciennes datent de 2010, les plus récentes de 2019, ce qui fait quand même 9 ans de justifier à l'INSEE à analyser des chiffres et à produire des études, ce qui n'est pas rien. Et ça nous a pris quelques secondes à vérifier. Le doute laissé par Rudi Reichstad est donc bien volontaire. Et en même temps, l'INSEE dément tout ce qu'il dit. Alors ça, c'est tout simplement faux. L'INSEE n'a jamais démenti quoi que ce soit, tout simplement parce que l'INSEE n'a jamais réagi à mes résultats statistiques, ni à mes vidéos, ni à mes articles. Ceux qui ont suivi depuis plusieurs années mes travaux ont d'ailleurs pu voir en suivant ceux de l'INSEE également, que l'INSEE a évolué dans sa manière d'étudier les chiffres et que différents éléments de langage que j'ai pris d'abord dans mes vidéos ont ensuite été repris dans certaines analyses, notamment les effets moissons. L'INSEE n'a donc jamais répondu à mes articles. En revanche, il m'est arrivé de faire des vidéos explicatives sur des analyses de l'INSEE, et c'est moi qui ai montré des choses en disant que je n'étais pas d'accord avec certaines conclusions, notamment parce que je critiquais la méthode. Et ça ne s'est jamais passé dans l'autre sens. Donc ça n'est jamais l'INSEE qui dément, c'est moi qui montre certains désaccords, et c'est bien dans ce sens-là. Il a fait un bouquin de plus de 400 pages, et il a bénéficié d'une sorte de plan média sur toute la complosphère covido-sceptique, absolument, enfin on en parlait juste avant l'émission, mais il a fait tout le circuit. Là on retrouve encore le sophisme par association. Il n'y a toujours absolument aucun argument contre le livre, mais ils disent que j'ai bénéficié d'un soutien des complotistes, et donc que mon livre est un livre complotiste et point barre. Déjà ce serait bien un jour de définir ce terme fourre-tout. Et c'est marrant parce que dans le livre, je parle du scandale H1N1 sur lequel il y a un rapport du Sénat qui est très clair pour dire que c'était une escroquerie. Et c'est écrit noir sur blanc que pour discréditer ceux qui voulaient prévenir que c'était une escroquerie à l'époque, les médias et les scientifiques opposés utilisaient le terme de complotiste, qui servait déjà il y a 10 ans à discréditer ceux dont on a reconnu plus tard qu'ils avaient raison. Donc c'est très intéressant de retrouver une fois de plus la même association. Et donc, chers amis de Conspiracy Watch, il serait temps de reconnaître qu'il y a une différence notable entre le complot et le scandale sanitaire. Et des scandales sanitaires, il y en a eu un paquet.
Il y a eu les prothèses-pipes, il y a eu le scandale H1N1, il y a eu le scandale des opioïdes, le tabac, l'amiante, le Mediator, la dépakine et plein d'autres. Et il serait temps de reconnaître que les intérêts privés ne sont pas les mêmes que les intérêts publics. Et quand il y a autant de milliards en jeu, il y a lieu de se méfier. Il serait peut-être temps d'avoir un regard critique, surtout envers des entreprises qui sont multirécidivistes dans les fraudes. Pierre Chaillot, on avait croisé son nom il y a 2 ans à peu près, lorsqu'il avait co-signé un papier avec Laurent Toubiana et Laurent Muchelli. Laurent Muchelli, qui est sociologue, spécialiste des questions de sécurité, de délinquance, bon. Et pour dire que, en fait, à partir des chiffres des morts pendant la première vague Covid, qu'en réalité, ces morts n'étaient pas liés vraiment au virus, au Covid, en suggérant que s'il y avait une mortalité ou une surmortalité, c'était plutôt lié au Rivotril. Alors ça, c'est juste complètement faux. L'étude coécrite avec Laurent Toubiana, Laurent Muchelli et Jacques Bouot, elle se trouve dans le tome 2 de la doxa du Covid, désormais, à la page 435, et elle s'appelle « L'épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France ». Donc cette étude-là, elle montre 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a absolument aucune surmortalité en France pendant l'année 2020 pour les moins de 65 ans, ce qu'absolument personne ne conteste, et que s'il y a une surmortalité pour les plus de 65 ans, elle est extrêmement faible au regard des années précédentes. Et j'ai même montré qu'au regard de 2015, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a absolument pas la moindre mention du Rivotril, ni d'aucune chose de ce genre dans cet article. Donc ça, c'est juste un mensonge. L'article dont il parle, c'est juste ça. Ça parle de la mortalité générale pour dire que finalement, il n'y a pas vraiment de hausse de mortalité sur l'année 2020 qui soit décelable, à condition de regarder par rapport à plusieurs années précédentes. C'est tout. Donc là, on est même au-delà du sophisme, on est dans le mensonge pur pour discréditer le livre, d'ailleurs toujours sans parler du livre. Et puis évidemment, il a le relais de toute la complosphère, quoi, sans aucun... Et un succès de librairie qui est assez phénoménal. Et un vrai succès de librairie, c'est vrai. À la Fnac, à Amazon. Ouais. Et comment vous expliquez un peu cette espèce de traction phénoménale de ces bouquins, comme celui de Pierre Chaillot, mais comme si celui sur la naturopathie dont on avait parlé il y a quelques émissions. Comment t'expliques ça ? On a eu le même phénomène avec Perron, c'est Oui, quand même, c'est quand même assez spectaculaire de voir le succès de librairie en fait de ces bouquins-là, qui profitent, je crois, de 2 choses. Voilà. Une première, d'abord, il y a une sorte d'argument marketing on est censuré. Ouais. Donc il y a un côté un peu piquant de dire on ne passe pas dans les médias mainstream pour une bonne raison, c'est que les bouquins sont pas crédibles, ne sont pas sérieux. D'ailleurs, c'est le lancement de Pascal Pro sur CNews. Ouais. C'est le livre dont vous n'entendrez parler nulle part ailleurs. Monsieur Chaillot, vous n'irez pas chez Anne-Elisabeth Lemoine c'est à vous. Voilà, donc c'est exactement cet argument. Tout en étant chez Pro, ce qui est quand même assez génial. Mais donc ça, c'est un argument marketing qui est assez, une sorte de victimisation, qui est un packaging marketing qui était déjà assez efficace, de dire voilà, si on veut me bâillonner, c'est que j'ai une vérité forcément croustillante à révéler. Donc ça ajoute en gros au caractère attirant de l'ouvrage. Donc, bref, donc il y a tout ce marketing un peu victimaire qui, je crois, marche pas mal. Alors ça, c'est quand même assez fabuleux, c'est-à-dire que la meilleure stratégie marketing pour mon livre, c'est de ne pas passer dans les médias. Ça, c'est quand même assez incroyable qu'ils en soient là, quoi. C'est-à-dire qu'on le fera exprès, c'est-à-dire qu'on aurait plus de succès à condition de ne pas passer dans les médias. Pascal Pro, en fait, il a eu entièrement raison. C'est le seul qui a osé montrer mon livre à la télé, et il n'y en a pas eu d'autres. Donc, quand il a dit que je passerais pas à la télé, oui, c'est bien le seul. Et CNews, c'est 2% de part de marché. Donc, en effet, il y a une censure du livre où on est dans un succès de librairie. Ils l'ont répété plein de fois, et pourtant, on n'en parle pas. On n'en parle pas sur les grandes radios, on n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas dans les journaux. On n'y peut rien. Et d'ailleurs, ils disent que c'est normal. C'est assez fou. Parce qu'en fait, ils apportent absolument aucun contre-argument dans la vidéo. Les journaux n'en apportent pas non plus. Il n'y a pas de contre-argument à la télé, c'est juste l'omerta. On n'en parle pas. Et ils trouvent ça normal. Il y a un article de l'Express qui est sorti où ils le disent carrément. On a hésité à parler du livre de Chaillot parce qu'on ne veut pas en parler parce que c'est complotiste. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même des journalistes qui font pas du tout leur travail de journaliste, où ils sont là pour montrer de l'information et pourquoi pas animer du débat, donc inviter à parler des personnes qui pensent quelque chose et leurs opposants
de façon à animer un débat et puis ensuite à permettre aux gens de discuter. Non, les journalistes, ils se sont mis dans la tête qu'ils avaient une mission sacrée qui était de dire aux gens quoi penser. Et donc, ils n'invitent que les personnes qui pensent bien, dans le bon sens, et ce sont les seuls qui ont le droit de s'exprimer, et les autres, on les censure. Et donc là, c'est complètement assumé. Et d'ailleurs, Mendes France, il s'en targue, a dit oui, d'ailleurs, il n'est pas invité, c'est normal parce qu'il a tort. Bah, très bien, où sont les arguments pour dire que j'ai tort? Pour l'instant, dans votre vidéo, il n'y en a pas un seul, et j'en ai pas vu le moindre dans les médias. Donc, ils apportent tous les arguments pour montrer qu'on a raison. Et la seule chose qu'ils réussissent à dire, c'est qu'on le ferait exprès et que ce serait un argument marketing de ne pas en avoir, c'est-à-dire d'être parfaitement invisible. C'est quand même assez fort de café d'en être là. Et il y a surtout le fait qu'il y a ce que je pense vraiment être une sorte d'achat militant. Il y a une base militante d'achat de ces bouquins, que ce soit pour Perron ou lui ou d'autres. Il y a un vrai pool de gens qui sont pas simplement intéressés par le bouquin, mais qui vont l'acheter, encore une fois, parce qu'il y a un engagement idéologique derrière, extrêmement fort. Il y a presque un political statement. Bon bah là, on se lasse pas des cours d'anglais de Tristan Mendes France. On a Tristan Mendes France, Chapter 1. Unvaxxed Sperm. Chapter 2. Political statement. Thank you, Tristan. Mais ce militantisme, cet achat idéologique ou identitaire, il profite aussi. Je suis allé sur la Fnac, je me suis amusé pour essayer de regarder ce que je fais assez régulièrement. J'ai tapé par exemple le mot Covid sur le moteur de recherche de la Fnac, et le premier bouquin qui sortait, c'était celui de Chaillot. Je précise que cette recherche, elle se fait sur l'onglet pertinence. En gros, ça veut simplement dire que ce sont les algorithmes de la Fnac qui font remonter ce bouquin, qui est en number one quand on cherche le terme Covid. Si vous changez cet onglet, que vous enlevez le facteur algorithmique et que vous mettez les meilleures ventes, qui est quelque chose d'objectif, et bien dans ces cas-là, tout soudainement, le bouquin de Chaillot n'est plus premier. Il est 3, 4, 5e, je ne sais plus de mémoire. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais on voit bien qu'il y a un petit push algorithmique qui est fait par la Fnac, et ce push algorithmique, je pense qu'il est vraiment le symptôme de cette effervescence militante qui elle se traduit comme un signal pour les algorithmes que ce contenu a un fort potentiel de traction, etc. Alors ça, c'est assez délicieux parce qu'on est sur Conspiracy Watch et qu'on a Tristan Mendes France qui nous sort un bon gros argument complotiste, à savoir que le succès du livre serait au moins en partie dû à l'algorithme de la recherche de la Fnac qui pousserait le livre en tête des résultats par pertinence sur la thématique Covid. Mais qu'en revanche, il affirme que le livre n'est pas premier si on regarde en termes de meilleure vente. Bon, manque de bol, au moment où on réalise cette vidéo, le livre est bien premier lorsque l'on met meilleure vente dans les critères de la Fnac. Et donc ça, c'est assez dingo parce qu'on est vraiment dans la pensée complotiste, c'est-à-dire qu'ils refusent de voir que le succès du livre peut être dû au fait qu'il soit agréable à lire par exemple et accessible et qu'il explique des choses de manière pertinente. Non, ils sont dans une idée préconçue que de toute façon tout est faux et qu'il faut absolument pas le lire, et donc ils sont en train de chercher des trucs dans tous les sens qui puissent expliquer son succès. Et c'est bien ça le principe du complotiste et l'espèce de boucle. Là, vraiment, Conspiracy Watch, je suis épaté par votre créativité. C'est vraiment exceptionnel. Ces bouquins-là ont une audience poussée par un cœur nucléaire idéologique et politique, avec un appareil politique derrière qui les soutient, toute une base militante d'influenceurs qui ont une capacité de traction sur les réseaux sociaux qui est phénoménale, et le résultat, c'est qu'on a un bouquin en top des ventes aujourd'hui. Ce qui est fou. Enfin, bref. Donc c'est assez déroutant, un peu inquiétant, et je crois que c'est un peu l'état de l'infosphère telle qu'elle est travaillée aujourd'hui par ces franges marginales mais militantes. Et alors justement, tu parlais de ces franges marginales militantes qui, pour l'instant, se contentent d'acheter des livres et de militer en ligne au travers leur théorie conspirationniste. Mais le complotisme, on l'a souvent dit ici, c'est pas seulement justement cette bulle numérique ou l'achat de bouquins sur Internet ou de pastilles, et ainsi de suite. C'est aussi des actions violentes dans la réalité. C'est le deuxième sujet dont on voulait parler cette semaine. Donc pour expliquer le succès du livre, Conspiracy Watch nous sort une bonne grosse théorie du complot. En fait, derrière le livre, il y aurait une base militante, une base politique organisée
pour en faire la promotion, pour l'acheter et créer comme ça son succès. Ils vont même jusqu'à dire que c'est dangereux puisque cette base militante politisée qu'il y a derrière le livre serait prête à faire une révolution violente et c'est d'ailleurs le deuxième sujet. Donc si on résume leur analyse depuis le début, on n'a eu absolument aucun argument contre aucun des chapitres du livre. On a eu des sophismes par sous-entendu où ils ont parlé d'autres choses, de trucs débiles qui n'étaient pas dans le livre, mais pour se faire mousser et pour faire croire que le livre était tout aussi débile que ce dont il parlait. On a eu des sous-entendus où ils ont tenté de faire croire que l'auteur ne faisait pas partie de l'INSEE. On a eu différents mensonges sur l'auteur, mensonges sur les études de l'auteur, notamment celles avec Laurent Micheli, Laurent Toubiana et Jacques Bouot. Et donc finalement, les seuls arguments avancés, c'est de dire qu'il y a derrière le livre un grand complot de gens qui soutiennent le livre et qui sont là pour faire une sorte de révolution, que ce grand complot, il permet d'avoir un succès des ventes, et qu'une des stratégies, la stratégie principale du livre, c'est quand même d'être invisible dans les médias pour être le plus vendu possible. Qui ont Conspiracy Watch qui imagine le grand complot des complotistes, mais ça me fait penser aux chiens qui courent après sa queue pour la mordre. Vivement la vidéo de Conspiracy Watch pour dénoncer le complotisme au sein de Conspiracy Watch. Bon, la seule chose qui sauve leur vidéo, c'est quand même les cours d'anglais auxquels on a droit avec Tristan Madès-France. Tristan Madès-France, Chapter 1. Unvaxxed sperm. Chapter 2. Political statement. Thank you, Tristan. Unvaxxed sperm.